suis Thomas Flagel, c'est moi qui ai le plaisir d'animer cette table ronde pour le festival Equinox. Je vais présenter les personnes qui sont à mes côtés. Alors, pour ceux qui sont dans la salle, j'ai Morgane Anderlins, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde la connaît. C'est elle qui organise le festival, donc voilà, elle est à ma gauche. À côté d'elle, c'est Juliette Steiner, qui est metteuse en scène. À ma droite, Santiago Galtaire, comme ça qu'on dit ? Ouais, très bien. Qui est lui aussi auteur et puis qui fait aussi du micro-théâtre, qui a fait la formation à Madrid avec Morgane. Et tout à droite, j'ai Célia Constantinesco, parfait, qui est, elle, comédienne et qui a joué hier dans l'une des pièces du festival. Alors, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec une question bête, mais le micro-théâtre, c'est quoi, Morgane ? Et c'est toi qui t'y colle. Alors, pour pas dire, tu peux me contredire, hein, Santi, si je dis des bêtises, mais alors le micro-théâtre, c'est une forme qui vient de Madrid, donc c'est une forme espagnole de base. Le concept, c'est qu'on propose des pièces de 15 minutes pour 15 personnes dans 15 mètres carrés. Simple, efficace. Ça, c'est le concept. Et c'est strict. Et c'est strict, normalement. Nous, en tout cas, on est strict. Le micro-théâtre, c'est né en 2009 à Madrid. C'est ça. Et c'est né dans une maison close. Tu nous racontes cette petite histoire ? Alors, effectivement, alors c'est né après la crise économique et culturelle qu'il y a eu à un moment en Espagne. Et Miguel Alcantud, je le dis bien, Santi ? Miguel Alcantud. Je l'ai bien dit. Il a trouvé cette maison close qui est quasiment au centre-ville de Madrid. Et il s'est approprié les lieux, parce que voilà, c'était assez efficace, que c'était des petites salles, donc des petites pièces bien pour le micro. Et il a investi les lieux pour en créer le premier micro-théâtre du monde. Santiago et toi, vous avez fait une formation il y a 2-3 ans, juste avant L'année dernière. L'année dernière ? 12 ans. Bon, vous n'êtes pas d'accord. L'année dernière ou il y a 2 ans, peu importe. Vous étiez vraiment ensemble ou pas ? J'en doute. Non, c'était 2020. T1 ? Non. Ok, on ne tranchera pas aujourd'hui, ça fait partie de la légende. En tout cas, vous avez fait cette formation. Alors, en quoi ça consiste, une formation de micro-théâtre ? Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne sait pas quand on fait déjà du théâtre ? Par quel bout on prend les choses et à quel endroit ils vous cherchent, du coup ? Santiago. Moi, la structure, c'est pas vraiment très différente parce que tu fais la recherche pareil, tu fais toute l'écriture pareil. Mais par contre, ça qu'on est habitué à voir, maintenant je le dis, les formats, long format, c'est les pièces normales qu'on voit toujours. Le micro-théâtre, c'est une photo de ça. De tout ça que tu es en train de voir, toute la pièce, tu le prends une photo. C'est ce moment. Ce n'est pas important qu'est-ce qui est passé avant avec ce personnage, qu'est-ce qui va passer après. C'est le moment, la situation, à l'instant que tu es en train de raconter. Donc, c'est là que c'est vraiment la différence. C'est ça qu'on apprend vraiment. Et c'est aussi pouvoir commencer à te bouger dans un espace très intime. Parce que le public est très habitué à... La première chose que tu vois dans un théâtre, c'est... Tu rentres et tu vois des sièges vides et tu commences à les remplir. Mais par contre, dans le micro-théâtre, tu rentres dans les petites salles, que c'est peut-être un hôpital, peut-être un resto. Donc les gens entrent vraiment dans les plateaux et dans la chambre, là, dans la pièce. Donc c'est ça la différence vraiment de l'intimité. En termes d'écriture, parce que toi, par exemple, tu es auteur, tu viens de publier un recueil de nouvelles. En termes d'écriture, tu te focalises du coup sur une situation. Il faut être très efficace, comme ça, immédiate. Ouais, il doit être précis, parce qu'on n'a pas de temps. On n'a pas le temps de commencer à
à raconter 10 000 histoires à côté, ou qu'est-ce qui arrivait avec elle, qu'est-ce qui arrivait avec lui avant, ou qu'est-ce qui passait avec sa famille, on s'en fout. Vraiment, il faut raconter le nécessaire. Et c'est pour ça qu'il faut... Je ne sais pas si je bien dit là, mais il faut y aller à les frapper à les spectateurs avec les textes et les jeux, comme ça. Célia, toi qui es comédienne, est-ce que du coup ça te demande un effort différent d'une pièce de théâtre long format, comme Santiago les appelle, parce que du coup, le hors-champ, ce qui a eu lieu avant et ce qui aura lieu après ces 15 minutes, si on prend le format de base classique, 15 mètres carrés, 15 minutes pour 15 spectateurs, ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après va forcément résonner pour le spectateur, puisqu'on a juste un instantané d'une action là. Est-ce que du coup, toi, tu le travailles autrement en tant que comédienne ? Ouais, c'est une bonne question. Alors, moi, je suis marionnettiste. Du coup, la mini-forme ou le micro-théâtre ou l'entresort, c'est un truc qui est extrêmement présent dans le théâtre de marionnettes et qui existe depuis des siècles. C'est-à-dire la différenciation des types de formes comptées, elle était déjà très présente. Moi, j'ai fini mes études en Angleterre. À peu près au moment où le micro-théâtre est arrivé, le micro-théâtre, comme nous on en parle aujourd'hui, conceptualisé par les Espagnols, les Anglais, ils étaient déjà hyper friands des microformes. Et eux, ils appellent ça souvent le theatre for one. Donc, ils vont proposer des choses qui parfois durent même 1 minute pour 1 ou 2 ou 3 spectateurs, grand maximum. Et après, ça peut revêtir des milliards de styles. Ça peut être des peep shows où tu dois regarder à travers un petit œilleton et tu as un casque sur la tête, donc il n'y a que toi qui entends l'ambiance de l'histoire. Tu as du texte, du sans-texte, toutes les formes possibles et imaginables. On peut te mettre un gros machin sur la tête et tu arrives dans un autre univers. Et du coup, effectivement, la multitude de manières de compter, pour moi, elle existe d'autorité. Je pense que les marionnettistes sont complètement schizophrènes. Et du coup, encore pire que des comédiens standards, ils sont vraiment délirants. L'idée du micro, elle est très intéressante parce qu'effectivement, il y a cette idée du tableau qui percute. Donc c'est vrai que tu vas pas exactement l'aborder comme un long format. Et puis un long format, en général, tu vas être programmé pour le jouer une fois. Donc tu vas être dans un stress extrême. Tu vas être au bout de ta vie, mais une fois. Après, tu peux souffler. Ce qui est beau dans le micro-théâtre, c'est que tu grimpes une vague qui s'arrête plus. Tu sais, oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, vous faites, puisque vous filez un peu la métaphore de la maison close, c'est-à-dire que vous faites des passes. Vous faites 4, 5, 6 passes par jour, parfois en quelques heures, en fait, vu que ça dure très peu de temps. Mais du coup, il y a une énergie qui reste comme ça, et comme tu dis, ça ne va que crescendo. Exactement. Tu as un peu l'impression d'être à Europa Park dans le Grand 8, tu sais, le moment où ça monte, puis tu as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Tu te dis, oh là là, la descente va être terrible. Et c'est assez beau parce que du coup, tu vas pas être dans le même état que sur un long format où tu te concentres vraiment sur un instant. Là, tu te concentres à fond sur plein de petits tableaux. Et en même temps, il faut que chaque tableau il ait une énergie aussi intense, aussi sincère que 4 fois précédemment. Mais c'est forcément puisque le public n'est jamais le même. Et donc c'est assez magique parce qu'en fait, on chevauche tous la même vague, qu'on s'en rende compte ou pas. Et donc les moments avant et les moments après, tu as l'impression qu'après, les gens, c'est ta famille un peu. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire cette capacité à la proximité et à l'intime, ça crée une relation avec ton public qui n'est pas du tout la même que dans une vraie salle. Est-ce que du coup, ça a changé ton rapport de faire du micro-théâtre? Est-ce que ça a changé ton rapport au format long, au jeu dans le format long? Est-ce que tu t'es dit, cette énergie-là que j'ai et que je travaille, est-ce que je suis capable de m'investir autant dans un format long sans me dire que j'ai du temps pour rentrer dedans, justement? Ouais, mais je suis effectivement un peu passée par là, parce que moi, quand j'étais étudiante, les premiers boulots que j'ai montés, nous, c'était déjà du micro-théâtre. C'était 5 minutes, pas plus. Et c'était très strict aussi. Donc, tu montais absolument tout, et ça devait faire 5 minutes grand max à la fin, ce que tu présentais. Et donc, c'est par la suite, en étant embauchée à droite à gauche, ou en créant mes premiers longs formats, que je me suis retrouvée projetée sur un rythme complètement différent. Et effectivement, c'est une excellente expérience, parce que tu vas aller puiser en toi la profondeur de tes capacités, et tu vas aller chercher qu'est-ce que tu peux faire d'intime sur une énorme scène, du coup. Après, la marionnette, c'est pas toujours le bon exemple, parce que souvent, quand on est sur des très grandes scènes, les gens, ils nous cachent. Ils veulent nous planquer, qu'on ne nous voit pas. Moi, ce que j'aime dans le micro-théâtre, c'est que tu as l'impression que l'envers du décor, il est toujours visible.
Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément dans le spectacle, et je pense que ça touche aussi les spectateurs et les spectatrices. Le micro-théâtre, il soulève le voile. Morgane, toi qui, du coup, faisais du théâtre avant de découvrir le micro-théâtre, qu'est-ce que tu y as trouvé ? Moi, je joue pas tellement en tant que comédienne. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de pièces. Moi, j'ai plutôt écrit et mis en scène. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on dit là quand on parle de proximité. Moi, c'est d'être en lien direct avec le public, de pouvoir transformer, modifier aussi le rapport frontal, qu'on ne soit pas dans un rapport classique. Le fait de pouvoir s'amuser avec l'espace, de pouvoir s'asseoir tous ensemble autour d'une table et jouer dans un espace tout serré, d'être dans une proximité directe. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est que j'aime bien sentir que les gens qui sont dans la salle pendant que je joue, ils n'ont pas une position de public classique. En fait, ils sont avec moi et j'ai l'impression des fois d'être comme tu dis, en fait, en famille. Enfin, j'ai l'impression d'être dans une pièce, comme quand j'étais un peu plus jeune et que je m'amusais à faire des spectacles. Il y avait toute ma famille dans les communions. Je disais, allez, regardez-moi, je vais vous faire une chanson. Et je retrouve un petit peu cette énergie et je trouve ça hyper rassurant. Et en même temps, ça reste déboussolant parce que ils sont proches, quoi. Ils sont quand même très proches, les gens. Mais c'est ça que moi qui m'attire. C'est pour ça aussi que tu as... Pourtant, les gens qui ne te connaissent pas ne le savent pas, mais je vais le révéler. Tu es un peu une staccanovis des règles du 15 mètres carrés, des 15 spectateurs et des 15 minutes. Mais pour autant, dans ton festival, tu as joué à dire, non, on peut aussi faire 10 mètres carrés, 10 minutes, 10 spectateurs, voire 7. Cette idée de raccourcir encore ce qui est déjà court, de faire du micro-théâtre peut-être, parce que tu as même divisé par 2 quand même, une distance, une durée qui est déjà pas longue. C'est pourquoi ? C'est pour pousser la créativité, pour voir ce que ça peut donner aussi, ou pour rendre de la liberté à ceux qui voudraient faire encore un geste encore plus lâché, plus court ? Là, non, le choix de rétrécir le timing, moi, c'était plus une question d'accessibilité. 15 minutes, c'est déjà hyper accessible. Mais par exemple, j'interviens beaucoup avec des personnes avec autisme. Le format de 7 minutes, c'est extraordinaire pour des personnes avec autisme. Parce que hier, on a eu une pièce de 7 minutes et j'ai eu trois jeunes hommes qui sont autistes et qui sont venus. Il y en a un qui m'a dit « c'est super, c'est court ». Et du coup, le fait de rétrécir en fait, le timing, ça permet à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre de se permettre d'y aller. Alors effectivement, 15 minutes, c'est déjà très court. Pour nous, c'est court. Tu prends pas de risque en fait, c'est ça. Tu te dis c'est pas grave, ça va passer. On prend pas de risque et surtout, en fait, on permet de proposer des choses qu'on n'oserait pas voir. Par exemple, l'année dernière, on a eu une personne qui a fait de l'expérimentation musicale. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, je veux pas avoir ça. Et on me disait, mais c'est 7 minutes. Ah, c'est 7 minutes. Et du coup, ils y allaient. Et d'un coup, ils ressortaient en me disant, mais c'était incroyable, j'aurais pu rester 20 minutes. Et ben voilà, la prochaine fois, on fera 20 minutes. Ça laisse l'opportunité à des formes, en fait, qui n'ont pas leur place, ou qui sont peu mises en avant dans des théâtres qui sont subventionnés, ou les grands théâtres où on a l'habitude d'aller. Ça nous laisse la possibilité de proposer des choses qu'on ne connaît pas et de tester, parce que c'est des formats qui sont courts, encore plus courts. On pourrait faire du 1 minute, une personne, 1 mètre carré. Moi, j'adorerais, j'en rêve. Je suis à la recherche de cartons, je lance un appel de 1 mètre carré. Mais ça serait tout à fait possible. Hein. C'est pour l'année prochaine dans les toilettes, du coup. Ah, les toilettes, c'est réservé aux caracochiottes, mais ça, on en parlera plus tard. Juliette, toi, Jette Steiner, tu es metteuse en scène de la compagnie K numéro 7. Tu as été invitée à cette table ronde, notamment parce que, d'une part, ça fait un contrepoint. Tu n'as jamais fait de micro-théâtre pur et dur, mais tu as fait des petites formes l'année dernière au Théâtre du Peuple à Bussan, dans le cadre de Faits divers. Tu nous racontes un peu cette expérience-là. Est-ce qu'elle a de proche et en même temps différent du micro-théâtre ? Eh ben, je dirais qu'elle est plutôt plus proche que différente, mais le principe en fait des Faits divers, c'est Simon Delétang, qui est du coup directeur du Théâtre du Peuple, qui est donc ce grand théâtre, je ne sais pas si certains ou certaines y sont déjà allés, mais qui ouvre sur la nature, qui ne marche que l'été, parce que c'est un immense théâtre en bois qui a été construit il y a plus d'1 siècle, et qui du coup est juste impossible à chauffer, donc qui existe l'été, et l'hiver, il est juste mis
un peu maintenu aux conditions minimales de vie. Il est en coma artificiel, quoi. Et du coup, l'hiver, ce que propose Simon, c'est de continuer à faire du théâtre quand même dans ce lieu qui est à Busan, dans les Vosges, un tout petit village, de trouver des lieux qui ne sont pas ce théâtre pour amener du théâtre aussi. Donc je sais que ça a eu lieu dans un EHPAD, ça a eu lieu dans une ancienne colonie de vacances. Et l'année où moi j'y suis allée, donc l'année dernière, on était dans une station de ski. Juste avant, elle venait d'être en partie un peu remise à neuf. Mais elle restait bien dans son jus quand même. Donc station de ski des Vosges. Et on était sur plusieurs lieux de cette station de ski. Il y avait 5 pièces qui avaient été commandées à 5 auteurs et 5 autrices. 5 auteurs et autrices. Et on était 5 metteurs et metteuses en scène invités à venir, du coup, mettre en scène une pièce de 15 minutes. Je ne crois pas que ça faisait toujours 15 mètres carrés, étant donné qu'un des metteurs en scène était dans la piscine, qui ne faisait pas 15 mètres carrés, mais bien plus. Moi, j'étais dans une chambre d'hôtel. Et du coup, les spectateuristes passaient comme ça d'un point à un autre, en allant de la chambre d'hôtel à la location de ski, à la salle de squash, au réfectoire, à la piscine. Les 5 s'enchaînaient, en fait. Voilà, c'est ça. Avec à chaque fois un petit temps de marche, parce qu'il fallait savoir qu'il faisait... Il y avait 2 mètres de neige, donc c'était en même temps du sport. Mais ça s'enchaînait toujours dans le même ordre, mais on partait pas du même point. Et du coup, les pièces ne se répondaient pas forcément, mais avaient toutes été commandées pour ce lieu. Donc moi, par exemple, j'avais clairement une pièce de 15 minutes qui se passait dans une chambre d'hôtel et qui racontait l'histoire de jeunes femmes, moi j'en ai fait des femmes de chambre, qui arrivaient dans cette chambre d'hôtel. À la piscine, ça avait été pensé pour le lieu de la piscine et ainsi de suite. Voilà. Du coup, c'était assez proche. Il n'y avait pas la règle du mètre carré. Et puis la particularité, c'est aussi, pour moi, c'était presque, on me donnait un espèce de kit. J'avais des comédiennes que je ne connaissais pas. J'avais un lieu que je ne connaissais pas, j'avais un texte d'un auteur que je ne connaissais pas, et j'avais quelques jours pour monter ça, donc le côté famille aussi, et se rencontrer, mais vraiment, genre, ok, on a 4 jours, et après on va le jouer plein de fois. Et j'ai trouvé ça vraiment super, cette proposition. Tu parlais tout à l'heure, Morgane, de formes qui ne pourraient pas advenir autrement que par le micro-théâtre. Pardon, je parle dans mon micro. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, je fais plutôt des formes longues. Et du coup, qui dit forme longue dit un temps de production. Ça veut dire 2-3 ans avant, commencer à monter des dossiers, demander des financements. Enfin voilà, c'est un énorme boulot. C'est un grand nombre de jours de répétition. Il faut trouver l'argent pour le faire, tout ça. Et c'est vrai que souvent, je me dis, punaise, je rencontre des gens où j'ai comme ça une envie parce que je lis un texte, un truc, et je me dis, j'ai pas forcément... Là, je suis déjà sur une production qui est en cours, qui va durer un certain temps, mais comment trouver cet endroit aussi de la fulgurance et de choses plus exceptionnelles qui sont pas faciles à trouver, je trouve, dans les logiques de production qui existent aujourd'hui. Voilà. En termes d'approche du récit et de la direction d'acteur, comment ça excite la professionnelle que tu es de ce métier-là? Eh ben, c'était hyper intéressant parce que, là, ce que tu disais par rapport à l'écriture, comment on écrit du micro-théâtre, et cette question de la photographie que j'ai trouvé super juste de ce que tu as dit, c'est une photo. Moi, il s'avère que je suis tombée sur un texte où c'est un auteur qui n'écrit pas de micro-théâtre et qui a écrit. Et je me suis dit, waouh, il a voulu dire beaucoup, beaucoup trop de choses en 15 minutes. Parce qu'en fait, on se rend compte que dramaturgiquement, effectivement, il faut aller à l'essentiel. Il faut trouver vraiment le point d'entrée. Et moi, j'avais un texte très touffu où il voulait parler de plein de sujets en passant par le véganisme, les questions politiques, le lesbianisme, je sais pas quoi. J'étais là, waouh, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour 15 minutes dans une chambre d'hôtel. Et du coup, on a fait quelques coupes, mais ça nous a aussi permis de nous dire, nous, comment ce texte, on peut trouver l'endroit par lequel on peut trouver notre entrée. C'était vraiment un super exercice et de partage avec les comédiennes aussi, parce que elles vont être directement en lien avec les spectateurs et les spectatrices, et du coup,
il y a un endroit de la force de proposition. Je travaille beaucoup ça de toute façon au plateau, mais là encore plus parce qu'il y a un rapport super direct et où du coup ça pousse encore plus à les amener elles à faire des propositions de quelle serait leur logique à elles pour être en rapport avec les spectateurs et les spectatrices. Parce que en fait, il y a une sorte d'intuition, j'ai l'impression, qui se trouve là-dedans. Ça me fait me demander, Morgane et Santiago, je n'ai pas la réponse, donc je vous la pose à vous, la question. Est-ce qu'il y a des auteurs spécialisés en microthéâtre ? C'est-à-dire qu'il y a un genre comme ça, il y a un sous-genre du théâtre, microthéâtre ou... Miguel Alcantud. Miguel Alcantud, il est... fait que ça. C'est lui qui a commencé avec tout ça, donc il est spécialisé dans les microthéâtres parce qu'il a créé ça. Mais par contre, Carlos B. Ah, si. Carlos B, il était notre prof à Madrid et il est incroyable. Je parlais l'autre jour avec lui et il était en train de me raconter que comment il est là depuis les débuts des microthéâtres. Il montrait plus de 150 pièces, 180 pièces dans les microthéâtres à Madrid, Argentine, República Dominicana, Miami. Donc, República Dominicana, c'est pas comme ça en français. C'est pas grave, on a compris. République dominicaine, tout va bien. Merci. Je commençais en espagnol et je ne m'arrêtais pas. Tout va bien, tout va bien. Donc, voilà, Carlos B. aussi. Nos profs, la dame, je sais Yolanda, pas. Yolanda, elle écrivait pas, mais pas beaucoup. Après, Mais effectivement, début... en fait, c'est principalement il n'y a pas d'auteurs français qui sont spécialisés dans le microthéâtre qui font que ça. En France, non. C'est vrai que ça va être principalement des auteurs soit espagnols ou d'Amérique latine. Mais... Comment tu l'expliques, ça, qu'il n'y ait pas d'auteurs en France qui s'intéressent à ce courant qui n'est pas nouveau, en fait. 2009, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Alors, je pense pas je pense qu'il y a quelques personnes qui s'y intéressent. Après, ça reste une forme nouvelle, concrètement. Et c'est... je pense, je n'ai pas de réponse, honnêtement, à ça, mais moi, je me demande si... c'est pas un format classique. Honnêtement, c'est difficile d'avoir des financements parce qu'on ne connaît pas, donc ça joue aussi. Et puis, je pense que c'est une question d'habitude aussi. Ouais. Après, il y a beaucoup de formes courtes. Ça, des formes courtes, il y en a. Mais d'être dans ce schéma du 15 mètres carrés, 15 minutes, 15 personnes, ça, effectivement, non, on en a vraiment peu. Mais je pense que c'est une question d'habitude et de connaître, en fait. On ne connaît pas assez. Quels sont les retours que tu as des directeurs de lieux par rapport à ça, du coup, parce que toi, ça fait quelques années maintenant que tu en fais, que tu en proposes. Est-ce qu'on te regarde de haut en disant c'est pas du théâtre ? Est-ce que finalement on pourrait faire un rapprochement très simple, très évident pour tout le monde sur le court-métrage et le cinéma ? C'est les mêmes outils, c'est le même type de jeu, mais pour autant, et tout le monde fait ses armes dans le court-métrage avant de faire des longs-métrages. On pourrait aussi imaginer qu'au théâtre, ça pourrait permettre à des jeunes metteurs en scène de faire leurs armes aussi avant de monter des grosses prods et d'avoir des moyens, des responsabilités et un temps long, comme le disait Juliette, de maturation, et que ça pourrait être un truc un peu plus immédiat qui pourrait permettre d'affirmer des gestes et de tester des choses sans prendre trop de risques aussi, en fait. Alors comment on vous regarde quand tu vas voir les directeurs de lieux ? Honnêtement, très, très, très bien. Parce que c'est intriguant. On ne vient pas avec juste, on vous propose des formes courtes. On vient avec tout le concept. Et le concept intrigue. Et surtout que nous, on précise. Moi, j'ai rencontré Vladi, le directeur du théâtre du Marché au Grain à Bouxwiller, qui ne me connaissait. C'est Vidal Bini. Vidal, Vladi. Tout va bien. C'est parce que je regardais Vladi en même temps. Vidal Bini. Le pauvre. Je m'excuse, Vidal, quand tu écouteras ce petit podcast. Donc, Vidal, que j'ai rencontré l'année dernière, et il ne me connaissait pas. Il ne connaît pas du tout le micro-théâtre. En plus, lui, il est chorégraphe. Hein. Il n'était pas tellement là-dedans. Il était hyper intrigué. Parce que ce qui l'intéressait, c'était que je lui propose ce concept et je lui explique que je n'ai pas besoin d'être sur scène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir le théâtre du Marché au Grain, mais d'aller jouer dans les loges, d'aller jouer dans leur cuisine, d'aller jouer dans leur cave, enfin d'aller dans des endroits où le public n'irait pas. Et c'est là où on arrive un petit peu à capter les directeurs de salle. Parce qu'on leur dit, vos publics, ils connaissent votre salle, mais ils ne connaissent pas les autours, les endroits où en fait on n'a pas le droit d'aller et en public on a envie d'aller voir. Et c'est là où moi j'arrive à choper un petit peu d'intérêt.
Et du coup, tu as des pistes pour l'avenir ou pas? C'est l'instant promo, là, en fait. Alors, des pistes, on est dans beaucoup de discussions. Après, il n'y a rien d'abouti, mais Vidal. On a Théâtre du marché au grain à Théâtre du Bruxelles. marché au grain, on a déjà pas mal discuté. Sur Strasbourg, non, pas tellement, parce que je cherche plutôt à être en dehors des théâtres. C'est vrai, j'aime bien sortir. Après, mes textes, je les envoie au Micro-Teatro de Barcelone, de Miami. Enfin, je suis plus dans le circuit des micro-théâtros qui existent en dehors de la France. Et en France, je m'amuse des endroits qui ne sont pas liés directement à tout ça. Alors j'ai encore une double question du coup qui vient. C'est la première, c'est tu sais, dans le temps, on en parlait déjà il y a quelques jours ensemble, mais dans le temps, on n'a pas connu ça nous, mais ça a existé. Il y avait, quand tu allais au cinéma, soit les actualités avant un film, soit des courts-métrages avant un film. Et du coup, ça faisait une sorte de before, en fait. On pourrait très bien imaginer ça, qu'il y ait une forme de micro-théâtre, quelque part dans le théâtre, et pas forcément dans la salle d'ailleurs, parce que ça s'y prête, avant d'aller... voilà. Ah, mais complètement. Ah oui, mais ça serait hyper intéressant. Puis il peut y avoir des liens en plus entre le spectacle qui est programmé et la micro-pièce qui est programmée en avant. Il peut se passer plein de choses. Mais complètement, parce que le micro-théâtre, en plus, comme tu le disais avant, c'est que ça permet aussi de laisser la place à des jeunes artistes qui n'ont peut-être pas encore la confiance des directeurs de salle ou autres. Et du coup, ça laisse la place à d'autres artistes qui sont en train d'arriver, de montrer ce qu'ils savent faire. Donc complètement, faire des avant-premières, c'est génial. Ou faire des antres, c'est trop bien. Des entresorts. C'est ça. Morgane, tu diriges la compagnie Toc Toc aussi, et notamment, tu fais des pièces avec autisme, avec des publics particuliers, et dans des lieux, là aussi, particuliers, dans des gens qui sont à l'hôpital de jour, etc. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un champ qui pourrait s'ouvrir dans le social, dans le médical, pour proposer des choses qui soient là aussi du vrai micro-théâtre, pour des publics qui, par définition, n'iraient pas forcément de leur plein gré, parce que c'est des publics un petit peu empêchés par leur situation, soit sociale, soit médicale, et du coup, apporter aussi quelque part, aller sur leur terrain pour leur présenter des choses digestes, légères, du coup. Complètement. Je pense que le micro-théâtre a complètement sa place avec ces publics-là. Après, bien évidemment, c'est difficile parce que chaque personne avec autisme est différente. Donc ça, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais du coup, il y a des personnes avec autisme qui vont aller voir des pièces de 3 heures et qui supportent mieux que moi. Hein. Donc, bien évidemment, ça va dépendre de les personnes avec qui on travaille. Mais là, moi, les personnes, par exemple, le CESAD, la structure de jour de jeunes adultes avec qui je travaille, qui ont joué hier, c'était une angoisse énorme de venir jouer face au public. Mais jouer 7 minutes, c'était jouable. Sauf que alors, ça reste compliqué, ils auraient pu jouer peut-être 20 minutes, c'est possible, mais 7 minutes, c'était une zone de confort qui ne les mettait pas tellement en danger. Ils se mettaient un peu en danger, mais pas trop et pas trop longtemps. Donc effectivement, le micro-théâtre, ça a sa place pour ça. C'est une porte d'entrée, en fait. J'ai un jeune homme que j'ai dans une autre structure qui a fait 2 ans de théâtre avec moi et qui m'a dit « Ok, je suis prêt, je vais faire de l'impro. » Et il m'a dit « Je suis désolée, Morgane, je te quitte. Je vais faire de l'impro. » Et donc là, il est parti... il a regardé la Lolita ou d'autres structures qui font de l'impro à Strasbourg, mais il arrête avec moi parce qu'il est prêt. Et je trouve ça génial, en fait. C'est que peut-être qu'il ne l'aurait pas fait si on n'était pas passé par là. Alors, on peut faire du micro-théâtre, de la danse, du théâtre, de la marionnette avec ces personnes, bien sûr. Là, moi, il se trouve que je ne fais plus que du micro-théâtre, donc forcément, j'axe là-dessus, mais effectivement, ça a une porte d'entrée pour ces publics. On a beaucoup parlé des forces du micro-théâtre. Est-ce que ça a des faiblesses aussi? Est-ce que ça a des angles un peu plus... des angles un peu morts? Oh, c'est sûr, mais...
C'est pour moi. Oh bah, c'est pour por qui veut. favor, C'est pour, Santi, por c'est pour favor. qui veut. Mais tout le monde me voit. Mais tout le monde te regarde un peu. Ouais. Ouais. Faiblesse dans les micro-théâtres. Oui. Il y a un problème que c'est que si on ne sait pas comment arriver directement dans le public et on se perd dans les textes, tu perds tout. Tu n'as pas la chance de te rencontrer encore une fois. Si tu les perds dans le public, le moment qu'ils rentrent dans la salle et que les textes commencent, ils sont déjà perdus, tu as déjà perdu tout. Donc, T'as qu'une seule chance. Ouais. exactement. Tu as une chance et c'est fini. Donc, je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais ça fait peur. C'est une belle prise de risque. Parce que toi, comme écrivain, toi, comme metteur en scène, metteuse en scène, tu te comprends. Tu sais qu'est-ce que tu veux dire. Mais tu ne peux pas être sûr jusqu'à le moment qu'ils arrivent. Ils disent « Ah, ok, voilà ». Mais tu fais quoi avec les autres 6 passages que tu as dans les soirées si les gens sortent et te disent « J'ai rien compris ». Tu peux pas changer tout. Tu peux rien changer. Donc, je sais pas, je répète encore une fois, mais je sais pas si c'est une faiblesse, mais ça fait peur vraiment. Tu viens d'Équateur, Santiago. J'ai ouï dire que dans le monde hispanophone, ou en tout cas en Amérique latine, ça avait vraiment le vent en poupe. Qu'est-ce qui fait que là-bas, ça accroche si bien par rapport à chez nous? Par rapport à chez vous, Parce qu'on a dit ici depuis le début qu'en France, c'était balbutiant. Qu'il y avait une curiosité, mais que finalement, il n'y avait quasiment pas d'auteur, c'était quasiment pas programmé, pas soutenu financièrement. le problème, je crois qu'avec vous, c'est que pas avec vous comme société, sinon plutôt Si, vas-y. ça que tu es en train de parler, Morgane, c'est que vous êtes déjà très habitués à les mêmes auteurs de toute la vie. La semaine dernière, j'étais en train de voir encore Molière. et je rentre encore en train de penser, ok, je vais trouver encore une fois une autre chose, mais c'est pas vrai. C'est toujours Molière, quoi. Je suis désolé, mais C'est son anniversaire, c'est pour ça. en plus, c'est vrai. Et on voit Molière en ballet, en clown, en théâtre, en comédie, en drama. Et vous continuez à voir. Donc, vous ne sont pas très ouverts encore parce que le travail que fait Morgane ici à Strasbourg est énorme. Nous, on est en train de le faire à Paris. C'est aussi très compliqué parce que les gens sont habitués à les formats normaux. Moi, à l'Équateur, le gouvernement, il s'en fout de le théâtre. Donc, il n'y a pas des aides, il n'y a pas de subventions, il n'y a rien. Tu veux faire quelque chose, fais-toi. Toi, l'argent, fais-toi. Donc, les gens les font là-bas avec ses propres argent et tout. Ils sont ouverts des micro-théâtres là-bas. Et ils commencent à parler entre eux, entre les gens de les métiers. Écoute, j'ai ça. Et tout le monde commence à s'aider. Mais ici, ils sont habitués à une manière différente de travailler. Donc, je crois que c'est par rapport à ça. Même, par exemple, seulement un petit exemple, quand je montrais mon projet des festivals, parce qu'on fait aussi des festivals de micro-théâtre à Paris avec ma compagnie, je présentais ça pour faire un master de dramaturgie et mise en scène dans Nanterre. Et il m'a dit, on ne connaît pas les micro-théâtres, donc tu n'es pas accepté. La semaine prochaine, je présentais exactement les mêmes. Je changeais de Paris-Nanterre à Paris 8. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est très intéressant, viens là. Je dis, mais j'habite où, quoi? C'est un coin à côté de l'autre, il sépare un truc complètement différent. Mais c'est seulement ça. C'est pour ça que là-bas aussi, il y a beaucoup plus d'auteurs. Et parce qu'on est très collé aussi à l'Espagne par rapport à la langue. Donc trop de tradition en France, et puis il va falloir tuer Molière, tuer le père. Quoi. Donc vous êtes prévenus. Non, j'ai vu Molière la semaine dernière. Hein.
Est-ce que Juliette, Tu veux tuer Molière. Juliette, ta dernière pièce, elle s'appelait Service, et tu avais fait une forme, une petite forme de service, dérivée de service, une sorte de clin d'œil autour de l'univers qui s'appelait Hors Service, qui s'appelle toujours Hors Service. Qui s'appelle toujours Hors Service, mais que je tends à appeler HS pour que les gens ne la confondent pas. HS. Voilà. Je savais ça, j'avais oublié. Voilà, donc HS. Est-ce que du coup, cette idée du micro-théâtre pourrait être pour toi une proposition que tu pourrais concevoir en amont de ta prochaine création, par exemple, te dire, eh ben voilà, on va tenter la chose d'ouvrir par ça dans le hall, dans un espace, d'inviter les gens et quand même faire notre forme après derrière. Est-ce que ça pourrait être une piste que les metteurs ou les metteuses en scène comme toi s'emparent de ça pour le proposer au théâtre et du coup, pas l'imposer par les faits, mais la proposition fait le larron des fois. Bah, ça vient rejoindre une réflexion que moi j'ai plus large sur aujourd'hui comment faire aussi pour lutter face à des programmateurs et des programmatrices qui cherchent toujours plus à nous mettre en compétition et à nous dire si c'est toi, c'est pas elle ou c'est pas lui. De pouvoir dire nous en fait on refuse ça et en fait ce sera moi mais ce sera aussi elle juste avant qui montre 15 minutes, ce sera aussi lui qui vient parler de son projet. Enfin ça c'est une chose dont on discute pas mal avec d'autres metteurs et metteuses en scène en ce moment, de se dire comment est-ce que plutôt que d'attendre des lieux qui se réveillent et qui nous disent ah oui c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses mais c'est plutôt une qualité qu'un défaut, de leur proposer ça en fait par le bas, de proposer cette chose-là. Moi, j'ai été associée pendant un temps à Aubernais dans une petite salle qui s'appelle 13e Sens, où avant les spectacles, on proposait ça s'appelait les avant-scènes, où on proposait 5 minutes de lecture d'un texte ou une petite forme comme ça qui se passait vraiment à l'avant du plateau, quoi. Ils fermaient le rideau et nous, on était devant et on proposait quelque chose. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en tous les cas, de proposer à des artistes de venir dialoguer avec une forme. Ça, c'est encore autre chose. Après, par rapport à la question du micro-théâtre, quand tu disais quels seraient les avantages et les inconvénients, je me dis, c'est peut-être simplement de faire attention à ce que le micro-théâtre ne devienne pas uniquement de la forme de jeunes metteurs et metteuses en scène. Parce que c'est un peu le défaut qu'on peut dire aussi pour certains courts-métrages. C'est ce truc de on fait nos armes et on va les faire en 15 minutes, et puis après on fera nos armes en 40 minutes, et puis après... Et puis bon, quand tu as 40 ans, tu peux peut-être espérer faire une pièce qui dure 3 heures, et puis selon, tu peux à un moment en faire une qui dure 12 heures, mais c'est très très rare. Mais de se dire... peut-être aussi que si le micro-théâtre était investi de manière plus large et que tout d'un coup, on avait, je dis n'importe quoi, mais Gisèle Vienne qui propose 15 minutes. C'est quoi un Gisèle Vienne en 15 minutes ? Enfin, c'est hyper intéressant pour un artiste de se dire c'est quoi l'essence de nous, quoi. Enfin, moi, justement, j'ai déjà fait 35. J'ai pas encore... là, c'était un texte qu'on m'a proposé, mais de moi-même me dire ce serait quoi proposer une pièce de 15 minutes ? C'est super intéressant. Et de se dire aussi que cette forme ne doit pas devenir... Parce qu'il y a de ça aussi, j'ai l'impression, dans la condescendance qu'il peut y avoir par rapport à ces formes. C'est, non seulement c'est du micro-théâtre, mais en plus c'est de l'émergence. Enfin, alors là, on cumule, quoi. C'est court, c'est jeune, voilà. Et... En même temps, ça coche des cases qu'ils ont envie de qui, politiquement, de manière très... Mais est-ce que tu soutiens 15 minutes ? C'est ça aussi, c'est... Comment tu finances 15 minutes ? Comment tu finances, bien sûr. Mais après, je trouve qu'il y a un truc aussi qui est assez passionnant dans le micro-théâtre. C'est juste, je fais un mini pont sur ce qui a été dit bien avant par Célia. Mais toi, tu disais, on voit toutes les ficelles dans le micro-théâtre. Et moi, j'ai trouvé inversement que tout d'un coup, mais ça ouvrait une porte où on peut aussi faire croire à un théâtre presque du réel. Parce que tout d'un coup, moi, je travaille beaucoup l'image, la scénographie, le rapport à l'objet, dans des choses distanciées. Et là, d'être plongé dans une chambre d'hôtel avec des personnages qui sont des personnages dans une chambre d'hôtel, il y a aussi ça ouvre sur le cinéma, sur un autre rapport au théâtre aussi. Ouais. D'autant qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais en fait, il y a très très peu de moyens techniques, très très peu d'accessoires. On fait avec ce qu'on a, en fait. On fait avec l'espace qu'on nous alloue, qu'on choisit plus ou moins d'ailleurs selon la rigidité ou pas de l'organisation.
Suivez mon regard. Mais en tout cas, ça fait partie des contraintes. Voilà, ça fait partie des vraies contraintes. Et du coup, en effet, c'est de l'ordre du geste, pas pur et brut, mais un petit peu quand même. Oui. En fait, effectivement, si on prend là l'exemple qu'on connaît, Santiago et moi, surtout du Microteatro de Madrid, c'est que on arrive dans des salles qui sont vides. Il y a deux projecteurs qui se battent en duel au plafond et il n'y a rien d'autre. Si sont sympas et qu'on a été sympa avec les organisateurs, ils nous mettent 3 chaises. Les gens restent debout, sinon, enfin voilà, c'est vraiment hyper light. Après, il y a aussi une question d'accessibilité et si les salles ont peu de technique, n'ont pas besoin de techniciens, ça coûte aussi moins cher au théâtre et ça permet de rendre les pièces accessibles financièrement au public. À Madrid, on paye 5 € la pièce. Bon, ici, en France, c'est 2 ou 3 € les quelques personnes qui font du micro-théâtre. Enfin, ça reste hyper accessible. D'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de technique et tout ça, mais je ne sais plus pourquoi j'ai dérivé là-dessus. On parlait du peu de technique et de faire avec, Oui. avec peu d'accessoires, peu de scénographie, peu de moyens, en fait. Très léger. Mais en plus, c'est vrai parce que quand on est arrivé à Madrid, comme c'est les micro-théâtres plus grands du monde, vraiment, Oui, la base. C'est le macro-micro-théâtre. On a pensé, OK, on va jouer où? Mais on arrivait, quand tu études avec eux, ils te disent en 15 minutes, 15 mètres carrés pour 15 personnes. Quand tu rentres, il y a 7 mètres carrés, quoi. Et tu te rencontres avec mais les murs ici et ici, et les projecteurs est là. Ils trichent un peu à Madrid. Hein. Non, mais Ils trichent beaucoup. Et il te dit en plus, tu vois la cave de là-bas, si tu trouves quelque chose là, Ouais. prends comme ton scénographie. Oui. Et tu trouves des choses cassées, tu trouves des sofas dans les couloirs, et tu prends ça, et voilà, il faut se débrouiller. C'est la bonne franquette. Je reviens sur l'accessibilité et le financement, du coup, parce que ça m'intéresse dans le sens où on dit, oui, 15 minutes, comment on le finance, mais en fait, s'il y a 5, 6 passes, en fait, on s'en fiche, il n'y a pas la durée qui fait la qualité, et que ça dure 10 heures ou que ça dure 15 minutes, au final, les comédiens ont quand même répété, il y a quand même un spectacle, il y a quand même du public, voilà. Ah oui, mais complètement. Mais je pense, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Juliette juste avant. J'ai l'impression, alors c'est peut-être une mauvaise impression, mais j'ai un peu l'impression que, du moins en France, ou peut-être dans d'autres pays européens où le micro-théâtre n'existe pas, en tout cas, que effectivement les formats courts sont égales à de l'émergence ou de l'amateurisme. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, qu'il y a vraiment cette idée que du format court, c'est pas forcément compétent. Or, nous, on le voit là dans le festival, les pièces qui ont été jouées hier, c'est hyper carré. Les gens, ils ont bossé, ils ont répété. Tout est pensé au millimètre près. C'est pas des gens qui sont venus en se disant « Tiens, j'ai un spectacle de marionnettes, je vais poser mon castelet là, cas où les gens vont s'asseoir, se mettre debout, et on verra ce qui se passe. » Non, il y a tout qui est pensé, tout qui est réfléchi. Il y a un vrai travail derrière. C'est pas parce que c'est 15 minutes qu'on travaille pas. Est-ce que Célia, tout à l'heure, tu nous disais que dans le monde anglo-saxon, il y avait aussi une appétence pour ça. Est-ce que c'est pas lié aussi à une tradition, encore une fois, française, hein, on n'est pas là pour se taper dessus, mais quand même, il y a dans le monde anglo-saxon un amour de la nouvelle dingue. Il y a des périodiques qui en publient encore aujourd'hui et des grands noms qui font ça. Ça a permis à des gens, à Philippe Cadic de vivre, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Les feuilletons, les nouvelles, tout ça. Là où en France, c'est un peu regardé de haut, là aussi, en fait. Ce genre-là est quand même un sous-genre du sous-genre de la littérature française. Tu vas l'avoir avec des tas de formes artistiques. La France, elle est un peu vieillotte. Alors, ce que je dis n'engage que moi, hein, bien sûr. Voilà. La France moisie. Je me dédouane direct de mes propos futurs. Non, mais moi, je dis souvent ça. J'ai dit, oulala, mais moi, j'ai pas voulu faire... j'ai pas voulu finaliser mes études de marionnettiste en France parce que je me reconnaissais pas du tout dans la manière dont fonctionnaient les grandes écoles d'État. Et j'avais un peu cette idée... je trouvais que ça faisait très... j'avais un peu l'impression d'être au 17e aussi, voilà, Molière, un gros clin d'œil, Jean-Baptiste, on pense à toi. Et il y avait ce côté, ah ouais, mais nous on est des artistes, on va au Café de Flore et on vit d'amour et d'eau fraîche, tu vois, c'est ça l'art. Et moi ça me gonflait terriblement parce que je voyais les gens autour de moi qui galéraient, qui gagnaient pas leur vie et c'était la merde. Et je suis arrivée en Angleterre et les gens ils m'ont dit, bon,
t'es marionnettiste, comment tu vas faire pour t'en sortir? Comment tu peux monter des spectacles qui fonctionnent? Comment tu vas les vendre? Comment tu vas faire pour être un artiste freelance dans ton pays? Qu'est-ce qui existe en France comme soutien, comme forme entrepreneuriale, etc., etc. Et ils étaient là à te dire, l'art, c'est devenu un business, cocotte. Donc si tu veux en faire ton métier, il faut que tu ouvres tes petits yeux et que tu te mettes au diapason du 21e siècle, quoi. Et ça m'a touchée. Après, moi, je suis vraiment une pirate du spectacle. Et pour moi, la marionnette, c'est l'outil le plus punk qui a jamais été créé pour la scène. Et je remercie les 5 siècles de la marionnette qui me précèdent, parce que voilà, ça mourra jamais. C'est-à-dire, excusez-moi pour ce que je vais dire à l'instant, mais les prostituées et le théâtre sont les plus vieux métiers du monde. Si on était passé de mode, les amis, franchement, ça ferait longtemps qu'on ne nous verrait plus du tout, que ce soit en mégalo-pièce de 4h30 ou en micro-nano-théâtre de 3 minutes. Moi, ce qui me touche, c'est que les artistes, aujourd'hui, ils se donnent des moyens. Et si les moyens, ils sont à la hauteur de leur pouce, eh ben, ça fait du micro-théâtre. Et nous, on sait que ce pouce, c'est des heures et des heures et des heures de boulot varié. Et c'est ça qui compte, en réalité. Et du coup, après, des formes de micro-théâtre, tu pourras en proposer des millions de différentes. Tu vois, Morgane m'a fait sourire quand elle a dit oui, on débarque pas en disant bah tiens, je vais mettre mon truc ici et puis je vais faire oui. Et ben en fait, on pourrait aussi réfléchir à un projet qui donne ce sentiment-là. Moi, ce que j'aime dans le micro-théâtre, c'est qu'il brise tous les codes en fait. Et moi, c'est ça que j'attends du spectacle, c'est qu'il me surprenne, c'est qu'il m'embarque et que j'oublie que je suis Célia, que je suis ici, que c'est ce monde autour de moi. Ben non, en fait, ça peut être autre chose comme ça là, en 1 seconde, et ça va durer 3 secondes, comme un feu d'artifice quoi. Tu fais waouh et c'est fini. Ah oui, c'est fini? Ah mais c'était bien. Et c'est ça qui est beau. C'est que tu peux aussi donner de l'énergie aux gens en 3 minutes. Je rebondis sur ce que tu dis. Alors, on est dans un festival ici, mais est-ce que le micro-théâtre, une de ses possibilités de visibilisation, serait pas justement les formes festivalières où il y a une abondance de propositions et aussi de temps mort qui pourraient être remplis en qualité par des pièces de micro-théâtre? Ou voir, comme tu le disais, de manière un peu punk, en surprenant le public à un endroit où... Ça se fait dans pas mal d'événements. Alors après, moi, j'en ai une vision des festivals, des gros festivals de marionnettes. Il y en a plein, mais moi, j'ai déjà fait ce que j'appelle le Avignon de la marionnette. Désolé. C'est le festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. Voilà. C'est un événement qui est né à l'époque pour des raisons tout à fait correctes et intéressantes et merveilleuses, qui étaient en fait de pouvoir continuer à faire voyager les marionnettistes qui étaient bloqués dans des pays sous dictature, des pays communistes, etc., qui étaient coincés à l'autre bout du monde, qui avaient 0 copec pour se déplacer. Et ce festival, il a été monté pour briser les frontières. Donc ce truc-là, il me parle toujours. Après, pour moi, c'est devenu un business pas possible. Par contre, tu verras, comme à Avignon, comme à Aurillac, comme à Châlons, enfin comme dans tous les très gros festivals qui font aussi de la rue ou que de la rue en France, des compagnies qui investissent tout leur fric pour venir là pendant 10 jours et montrer leur travail. Et tu as des gens qui vont venir avec des micro-pièces absolument splendides et se caler au coin d'une rue, derrière le Norma, à 3 mètres de la benne, et te faire un truc digne d'un zénith. Sauf qu'il est sur 1 mètre carré, quoi. Et ça, c'est un cadeau. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, en 2022, ils se disent bah, vas-y, moi, j'ai pas d'argent, je sais pas comment accéder au théâtre conventionné, etc. Mais j'ai quand même envie de raconter des histoires aux autres, j'ai envie de conter quelque chose à mes voisins. Parce que c'est ça notre boulot. Hein. Nous, on fait que de raconter des histoires, en fait. Hein. En vrai. Et du coup, je trouve ça magique que les gens, ils s'offrent cette chance et qu'ils prennent ce risque. C'est-à-dire que c'est leurs propres sous qu'ils ont posés pour faire ces 3 minutes, même si c'était 30 pauvres sous. Et ensuite, c'est ces 30 sous fois 2 qu'ils ont posés pour venir jusqu'à tel festival ou à tel lieu. Et eux-mêmes s'incruster comme un micro-tableau dans un endroit qui les attendait pas du tout. Et donc, au-delà de fabriquer une histoire, ils te fabriquent le site dans lequel elle va se développer, quoi. Franchement, je trouve que ça impose le respect. On est en public, du coup, je voulais savoir s'il n'y avait pas des questions, même s'il n'y a pas de micro, je me ferai le relais de la question. C'est toujours la première qui est difficile. Après, ça va. Qu'est-ce que vous pensez aussi des capacités du micro-théâtre à porter des paroles plus invisibilisées dans notre société que dans les théâtres institutionnalisés?
Alors, la question porte sur la capacité du micro-théâtre à porter des sujets ou des revendications plus invisibilisées dans le théâtre long format habituel classique. Qui y va? Je répète Alors, la on question. traduit pour Santiago parce qu'elle est un peu technique là. Il va me traduire. Voilà. Bah, moi, je peux te dire Vas-y. que ça a été vraiment du pain béni. Parce que on a tous une manière de raconter des choses, on est tous touchés par des sujets qu'on aimerait aborder avec les autres, puis on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Moi, les extraits de spectacle que j'ai joués hier pour Equinox, c'est Les Entresorts méchants. C'est un spectacle sur la télévision, sur l'image tronquée, sur comment on nous fourgue de la norme en permanence depuis des décennies et comment on nous lave la tête. Et c'est des choses dont les gens n'ont pas du tout envie de parler. Voilà, parmi des millions d'autres sujets plus ou moins visibilisés. Et du coup, le faire sous une petite forme, à l'origine, parce que même le spectacle complet, il est plutôt court, c'est aussi une manière, effectivement, d'aller en deçà de ça. Tu te dis, bah, ça va, je parle de consentement, mais ça dure 5 minutes, c'est bon. Les gens, ils vont survivre, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que tous mes collègues disent depuis tout à l'heure aussi. C'est effectivement, ça ouvre des portes. Oui, ça permet que des sujets qui, de base, auraient réfracté. Je suis pas trop sûre que ça se conjugue comme ça, mais aurait rendu réfractaire des gens pour une forme longue peut être abordé sur une forme plus courte. Après, j'ai l'impression que, en plus de ça, sans du tout mettre les pieds dans le plat, mais les paroles les plus invisibles sont aussi les gens qui ont le moins de fric, qui sont aussi, enfin, je veux dire, c'est aussi ça. Donc, en fait, je pense que c'est un endroit où effectivement c'est souvent, plus tu montes dans les échelons du théâtre institutionnalisé, plus des paroles disparaissent, mais parce que c'est un reflet de la société telle qu'elle est. Et du coup, c'est vrai que ce soit, parce que là je fais un rebond, c'est pas tout à fait la même chose, mais même dans des festivals, il y a le festival démonstratif qui existe aussi, où il y a pas mal de petites formes, enfin de choses où en fait on peut voir tout d'un coup du théâtre queer, du théâtre militant, des personnes qui tout d'un coup abordent un sujet où tu sais que si tu viens avec tel quel à la DRAC, ils sont pas encore trop prêts, voilà. Mais que c'est aussi super beau de voir des émergences là, à ces endroits-là. Là, je parle plutôt en tant que spectatrice aussi. Ouais. Par contre, nous, ça qu'on a fait à Paris, ça que moi je décidais, c'était de ne pas envoyer les pièces à les jurys avec des noms et des prénoms. On envoyait que les textes et que la note d'intention. Faut que tu expliques, parce qu'on ne fonctionne pas pareil au festival ici. C'est pour ça Pourquoi que je dis à Paris. Pourquoi il y a un jury? À Paris, on a un jury pour être le plus juste possible et le plus légal possible avec tout le monde. Et on a un jury, et à chaque édition, on a un différent jury, et laquelle note chaque pièce sont des profs de théâtre, des comédiens, des metteurs en scène, des metteuses en scène, et des publics. Moi, je demandais à deux personnes qui aiment bien le théâtre, qui n'ont jamais fait de théâtre, ils m'ont dit, écoute, pourquoi pas. Mais là, ce sont eux qui décident. Pas pour qui a écrit, pas pour rien, sinon plutôt pour l'histoire. L'édition dernière, on avait une pièce lesbienne. Ouais, la pièce des Terminal 12A. Ah, si. Ouais. Et ça passait très, très bien. Et cette édition, j'ai une pièce, pas moi, on a une pièce d'un suicide, que c'était, le texte c'était formidable. Moi, je lu, je ne peux pas décider parce que les textes arrivent directement à moi, donc je dois effacer les noms, les prénoms et tout. Et vous voyez, mais quand je l'ai lu, c'était formidable. Et ils ont gagné. Donc, on est ouvert à tout. Et vraiment, les micro-théâtres, comme c'est les moments, comme on avait dit il y a plein de fois, c'est les moments de s'exprimer, de vraiment pouvoir parler ça que tu as envie. Et d'être précis avec les choses. Donc, les micro-théâtres te laissent les portes ouvertes pour vraiment raconter sans te tourner trop à l'histoire et tout ça que tu as envie de dire,
dit là, ici. Est-ce que cet espace de liberté, du coup, il n'est pas là aussi parce que vous êtes hors des cases, hors des cadres, hors des comptes à rendre? Ouais. Mais j'allais rebondir dans ce sens. J'allais dire justement, enfin, le micro-théâtre est nourri, est né de tout ça. Enfin, forcément, je trouve que dans l'art en général, en fait, de toute façon, en général, quand on pratique de l'art, on devrait avoir cette liberté-là de dire ce qu'on veut. Mais je pense que le micro-théâtre a encore plus de liberté maintenant parce que on n'a pas beaucoup de... On n'est pas vraiment dans des cases, on n'a pas des codes à suivre réellement parce que on est encore très libre avec le micro. Et surtout, le micro-théâtre a été créé dans des circonstances très particulières. Il a été créé après une crise économique et culturelle, avec des personnes qui étaient révoltées. Du coup, c'est nourri de base d'une liberté d'expression. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai le souvenir dans la formation, alors c'était en espagnol, hein, peut-être que j'ai compris à côté, mais j'ai le souvenir dans la formation que on nous poussait un petit peu à aller vraiment au bout de nos idées, de nos envies, et de parler de tout ce qu'on voulait. Moi, j'avais vraiment cette sensation. Mais en plus, c'est parce que les premiers lieux de micro-théâtre, c'était dans les maisons closes. Exactement. Mais toute la rue, c'était des prostitutions. Toute la rue. C'était un rue très dangereux à l'époque. Seulement des prostitutions, seulement des drogues. Et dans les premiers livres de Miguel Alcantud, il raconte que les premières pièces qui se montraient là, il y avait 9 pièces dans 3 jours, 4 jours qu'il a fait la première rencontre. Il arrivait plus de 2000 personnes. Donc les prostituées, il arrivait et Miguel, écoute, les gens ne vont pas se coucher avec nous parce qu'ils ont honte. Toi, on file des 3 rues ici, donc laisse-nous tranquilles. Qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi c'était intéressant? Parce que c'était un rue complètement rempli de prostituées, rempli de maisons, closes, maisons closes. Et toutes les pièces étaient autour de la prostitution. Ouais. Toutes les pièces parlaient que de l'abus à les prostituées, que de les clients, que de tout. Et là, il raconte aussi dans les livres... Ah, je t'ai amené le livre, je vais te donner. Et, une pièce dans une salle de bain. Même pas, dans une toilette. Les toilettes, les typiques couloirs là qui partagent entre tous les appartements, c'était pour 6 personnes. Et il raconte là, c'est là les textes et tout, il y a un grand mec avec une prostituée contre le mur dans 6 mètres carrés et 6 personnes à côté. Donc, après ça, comment tu commences à dire « Ah oui, mais il ne faut pas raconter ce type de choses. Ah, mais il ne faut pas raconter ça, il ne faut pas raconter ça. » Là-bas, né de là. Oui, c'est vraiment né déjà très loin, donc tu ne peux pas retourner. Je rebondis sur ce que disait Célia tout à l'heure, sur le côté punk un peu de ces formes-là. Il y a un auteur russe, alors les Russes ne sont pas très à la mode depuis l'invasion de l'Ukraine, mais c'est pas grave, qui s'appelle Ivan Viripayev et qui dit que le théâtre a 2 choses en commun avec le banditisme. Il dit que c'est le romantisme et l'escroquerie. Et Magnifique. J'aime beaucoup cette citation, donc je vous la livre parce que je crois qu'il y a quelque chose à la fois de romantique et pas forcément d'escroquerie au sens négatif du terme, dans la manière d'imposer des formes et des sujets dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés, et pour un public qui n'est pas forcément non plus un public classique de théâtre, mais de conquête. Et l'accessibilité dont vous parliez tout à l'heure, elle est peut-être, et c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui, mais dans conquérir de nouveaux publics, ou en tout cas dire que le théâtre peut être à des endroits qui ne sont pas habituels, qui ne sont pas que pour des classes privilégiées, des gens cultivés, etc. C'est peut-être des formes là qui peuvent être séduisantes et attirantes aussi, susciter des vocations, de la pensée, des sujets, des prises de parole courtes, éphémères, mais qui favorisent aussi la discussion derrière, puisqu'il y a ce geste lancé comme ça, et qu'on sort avec, et que c'est une micro-communauté d'une quinzaine de personnes maximum, si j'ai bien compris, qui pourra en débattre ou pas derrière, mais que c'est propice à ça en tout cas. Ah oui. Est-ce que ça a lieu, ça, dans l'expérience que vous en avez, du coup, le débat post-pièce, post-micro-pièce? En tout cas, moi, ce que j'envie, c'est que les gens sont beaucoup plus prompts à venir te faire des retours, ce qui est vraiment un cadeau d'une préciosité que je ne saurais décrire.
C'est très dur d'avancer quand tu fabriques tout le temps des choses. Tu sais pas trop où tu vas, tu navigues tout le temps à vue. Et du coup, c'est génial quand les gens te disent « Ah, c'était super » ou « Oh, franchement, je trouvais que c'était de la merde ». Au moins, tu sais vaguement où t'en es. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est très fatigant, en fait. Et du coup, tu as tellement besoin des autres pour pas te noyer, vraiment. Hein. Et puis pour prendre du recul. C'est ça qui fait sens aussi, en plus. Complètement, parce que tu es là pour partager avec ces gens. Donc si les gens te disent jamais rien, tu sais pas trop où t'en es et tu as encore plus de doutes sur la manière dont tu racontes l'histoire. Enfin, moi, en tout cas, qui suis une grosse angoissée. Et du coup, ce que j'aime aussi dans les microformes, c'est ce côté famille, c'est ce côté... c'est bon, on s'en fout, on peut se dire des trucs, en fait. En fait, la meuf qui a fait blablabla pendant 15 minutes, elle est comme moi, quoi. Elle respire, elle fait caca, je peux lui dire que j'ai aimé son truc ou que j'ai une question. Alors que quand tu sors d'une grosse salle, tu vas pas voir les gens à la fin pour leur dire « mais j'ai adoré, merci pour ce texte, merci pour ce que vous m'avez donné ». Il y a plus ce contact-là. Il y a un moment où on a idolâtré aussi une partie des artistes, enfin, on les a mis sur une espèce de classe autre et ça a peut-être... C'est encore la faute de Molière, ça. C'est clair. Ouais. Bon, ça arrive quand même encore, hein. Je me permets de le dire, mais enfin, je veux dire... mais j'espère. Des formes longues, il y a aussi des gens qui restent à la fin, et souvent d'ailleurs qui sont pas forcément des gens qui vont beaucoup au théâtre. Et effectivement, moi qui y vais beaucoup, j'ose jamais faire ça. Parce que j'ai toujours peur d'embêter les gens, je me dis toujours oui, c'est pas parce qu'elle vient de jouer que ça se trouve là, elle a juste envie de parler d'autre chose et d'aller manger une tarte flambée. Mais en tout cas, il y a encore ça aussi, et je pense qu'effectivement, comme le micro-théâtre, ou les formes plus courtes, parce que ça me fait penser, moi j'ai fait pas mal de théâtre en appartement, c'est pas 15 minutes, c'est un peu plus long, c'est 25 minutes, mais où pareil, on est chez les gens, donc dès le départ, le rituel qui peut faire un peu peur de la boîte noire, de l'arrivée, tout ça, est cassé. Bah, ça fait qu'après, en fait, souvent c'était 25 minutes, et puis juste après, c'était tout le monde avait ramené du cake et des bières, et puis c'était un moment où, en fait, on en avait fait partie autant les personnes qui ont regardé que les personnes qui ont joué, quoi. Après, je pense que, effectivement, au théâtre, il y a des bords plateaux, il y a des gens qui restent en extérieur pour attendre les artistes. Ça existe, hein, ça on ne dit pas. Mais je pense que la différence juste avec le micro, c'est que comme on est dans la même pièce, au moment où moi, spectateur, je me lève parce que c'est fini, ben, j'ai l'artiste, il est devant moi, donc je fais merci. Il est là, donc en fait, le contact et les retours sont plus simples parce qu'on est vraiment directement avec lui. Donc là, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en tant que spectateur ou en tant qu'artiste, hein, on est vraiment tout de suite confronté au regard des gens. Et donc les gens se lâchent plus facilement parce que la proximité fait qu'il y a une intimité qui se crée. Du coup, on est un peu plus à l'aise pour tout de suite... donner des retours. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est le public et le public, la rencontre. Ce que tu demandais aussi, c'est la rencontre entre les publics. Mais là, ce qui se passe dans le cadre du festival, par exemple, on a 6 pièces qui se jouent, légèrement en décalage d'horaire chacune, mais le public se croise. Et ce qui est très drôle, c'est quand les gens se croisent, qu'on a un public qui va dans la salle rouge et qu'il y a un public qui sort de la salle jaune. Et là, il y a une espèce de moment de... Vous avez vu quoi? La salle jaune, c'était trop bien. Ok, on va à la rouge, allez à la jaune après. Ok. Et du coup, le public, en fait, le fait qu'il y ait plein de pièces et qu'on ait fait un parcours où on est obligé de se croiser en public, et ben, il y a une espèce de motivation collective qui se crée, que moi, je trouve génial. Et comme c'est des formats courts, en fait, on a le temps. C'est pas je vais voir une pièce d'1 heure, après, je vais voir une autre pièce d'1 heure. Non, là, c'est je vais en voir une de 7 minutes, je peux aller voir 15 minutes après, et ça se donne envie comme ça. C'est ça, moi, que je trouve hyper intéressant dans la rencontre humaine. Il y a une autre question dans le public, je vous écoute. Alors la question, c'est avant que des programmateurs vous programment, est-ce que Morgane, en fait, en Berlin, est-ce que tu as l'ambition de créer un lieu à Strasbourg dédié au micro-théâtre, ton propre lieu, en fait? C'est ça la question.
Il faut y aller. Je ne sais pas si il faut qu'on donne nos idées, après on nous les pique. Ben oui. Oui, après. Alors pour 2 raisons. Je pense qu'on est énormément dans ce milieu à vouloir avoir son propre lieu, parce que c'est juste trop bien d'avoir son lieu et qu'il y a aussi de l'ego qui parle. Voilà. Et aussi parce que je trouve que c'est trop important. C'est vraiment mon avis. Je sais que Santiago, il veut aussi ouvrir un lieu, donc il rebondira. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir un lieu dédié au micro-théâtre parce que ça permet de rendre la chose concrète. Ça permet aussi de lui donner une certaine légitimité. On n'est pas en train de vadrouiller. On n'est pas des petits saltimbanques qui vadrouillons à droite et à gauche, même si en vrai, on adore ça. Mais le fait d'avoir un lieu dédié au micro-théâtre, je trouve que ça rend les choses hyper concrètes. Et ça veut dire ça existe vraiment. Et on est là. Ça vous met sur la carte. Ouais. Et peut-être que la drague, du coup, nous trouverons encore plus géniaux. Mais ça, c'est un autre travail. Mais oui, mais moi, complètement. Je trouve que, en plus, encore là, c'est l'ego qui parle. Mais ouvrir le premier micro-théâtre de France en province, je trouve ça génial. Non, la capitale, elle viendra après. Si. Alors, il y a une bataille Santiago-Morgan. Non. Mais on Toi, Santiago, alors, on a de l'avance. Ton projet, c'est quoi, Santiago? On n'est pas à Paris, tu peux tout nous dire. Oui, en plus, ça c'est l'idée. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avoir des micro-théâtres toute l'année. Ouais. Toute l'année et chaque mois, changer de pièces, changer de comédiens, changer de metteurs en scène, de metteuses en scène, changer totalement la programmation et pouvoir donner l'opportunité à des nouveaux acteurs, écrivains et tout, de venir et de pouvoir montrer tout. Donc vraiment, je crois que avoir un lieu, c'est avoir une porte et une fenêtre ouverte à tout le monde. Et donc oui, nous, notre projet, c'est vrai. En plus, à Paris, on est pas mal en train de parler avec des gens de l'État pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Nous d'abord. Oui. Mais c'est quoi? Bien sûr, toi. C'est quoi le modèle? C'est un café micro-théâtre? C'est quoi le modèle? C'est une vieille maison close qu'on réouvre? C'est quoi? Alors, j'adorerais. Mais Faut c'est dire plus trouver une compliqué. vieille Non, parce qu'il y en a eu à Alors, Strasbourg. il y a en fait, ça dépend des micro-théâtros. Les micro-théâtros de Madrid et Barcelone, les 2 micro-théâtres sont dans des... Enfin, il y a une maison close, certes, mais c'est dans des bâtiments, des choses assez simples. Mais on prend le micro-théâtre de Miami, par exemple. Nous deux, je sais qu'on travaille sur le même modèle. Nous, c'est Miami qui nous inspire le plus. C'est un espace dans la nature où il y a des conteneurs qui sont posés. En fait, tout est imaginable du moment qu'on a des petits espaces. Mais c'est sûr que c'est toujours dans cette dynamique il y a les pièces de micro-théâtre et il y a un espace café, un espace en fait qui est dédié quand même à la rencontre. Parce qu'à Madrid, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'espace café est très petit, ou alors on est dans la rue. Et on est obligé de se rencontrer, de discuter. Du coup, c'est hyper important d'avoir un espace de rencontre. Enfin, comme dans n'importe quelle salle en soi. Il faut avoir. Ça, c'est vrai. Puis, puisqu'on en est aux petites confidences, l'horizon, c'est quoi d'attente de ça? C'est 23? C'est 24? C'est 22? C'est demain. 22, On a racheté la Maison Bleue. Ça dépend. Nous, on est... honnêtement, on est dans la compagnie Toc Toc, on est dans la construction du projet depuis un petit moment. Maintenant, tout est prêt. J'appelle la ville. Tout est prêt. J'attends la réponse de mon mail que j'ai envoyé il y a 2 mois à la ville pour un terrain vague. Donc en fait, tout est prêt. On attend juste la bonne opportunité pour que les choses se lancent. Mais c'est vrai que tout est en place et l'envie aussi il y a l'envie d'amener un nouveau lieu culturel à Strasbourg. Mais comme le disait Santi, il y a l'envie aussi le fait d'avoir un lieu, c'est ouvrir le micro-théâtre, c'est-à-dire pouvoir proposer des formations. Si. Parce que là, pour être formé au micro-théâtre, enfin tout le monde peut faire du micro-théâtre en soi, mais pour vraiment avoir les codes et être formé, il faut parler espagnol. Parce que la seule formation, elle est espagnole. Du coup, avoir un micro-théâtre en France, c'est aussi donner l'opportunité à des personnes qui ne parlent pas espagnol de pouvoir avoir accès à la formation, de pouvoir peut-être se sentir plus légitime, plus à l'aise. Enfin, ça nous permet, nous, d'ouvrir un champ, en fait,
dans le paysage artistique français. Et ça, ce serait trop bien. C'est les gars qui- S'il y a des mécènes dans la salle, vous prenez aussi. J'ai des cartes. Je vous laisse mon numéro, je vous laisse ma carte. Et on ira boire un café. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? C'est pas une question, mais c'est un remerciement pour toi, Morgane. Parce que dans la programmation du festival, il est programmé, enfin qu'on soit amatrice, amateur ou déjà professionnel, on est programmé au même titre. Et ça rentre dans tout ce qu'on a dit, en fait. Alors, il y a un remerciement, en fait, d'une participante, d'une créatrice d'une pièce, en fait, qui a joué hier et qui dit que tout le monde est programmé au même niveau et qu'il y a une horizontalité qui est très agréable. Donc, c'est un remerciement qui t'est adressé, Morgane. Merci, Morgane. Je crois qu'on peut terminer là-dessus, c'est pas mal. Je vais vous remercier toutes et tous. Et puis, Merci à toi. Et puis à très bientôt dans ce nouveau lieu. On sera tenu au courant sur les réseaux, c'est ça? Oui. Voilà. En tout cas, la 5e édition aura lieu en 2023 dans Toc un Toc autre lieu. 2.0. Voilà. On sera toujours là. Merci à vous et les pièces commencent dans 3 quarts d'heure. Voilà. Une demi-heure. On a été long. Voilà. Un bon festival et longue vie à Equinox et au Micro-Teatro. Merci beaucoup. Merci. C'est chaud. Même pas un verre de-